L'homme qui savait dire non et taper du poing contre les ingérences et la corruption a été un modèle d'intégrité dans ma vie. Il m'a profondément imprégné de sa pensée, même si finalement je ne connaissais de lui que quelques légendes. J'ai voulu aller à sa rencontre, 40 ans après son départ. Je m'enfonce dans la pénombre de sa bibliothèque et l'odeur de la pièce glisse en moi, ravivant le sentiment encore chaud d'un passé latent. Je cherche dans la pénombre de l'histoire le regard de l'homme intransigeant qui n'a pas fléchi. Je cherche le son de sa plume inlassable, insatiable. Je guette prudemment les murmures du passé. Cerné de toutes parts, enveloppé des fleuves de mon enfance, j'avance intimidée à la rencontre de mon grand-père. Un mythe avec lequel j'ai grandi, en même temps que les contes de Perrault et que le son des obus. Mais qui du mythe ou de l'homme était plus impressionnant ? Il a toujours été fermé dans sa bibliothèque à écrire. On devait taper à la porte de la bibliothèque pour pouvoir rentrer et lui parler. Mais quand on était avec lui, il était très affectueux, il le montrait, difficilement, mais il le montrait. Mais la terreur est quand il fallait ramener les notes de l'école. Parce qu'on ne peut pas être le fils d'Émile Tian et ne pas réussir tout le temps. Ça, c'était pas possible, c'était inconcevable. Bon, mais tout le monde n'est pas Émile Tian. Donc, il fallait qu'il s'habitue à cette idée. Il était très sérieux dans son éducation. Il était dur avec nous, que ce soit vis-à-vis de ma mère, que ce soit vis-à-vis de nous. Il avait une forme d'autorité et il ne dérogeait pas. Finalement, ça a été une bonne chose, mais c'était dur, souvent très dur. Je ne peux pas oublier le nombre de poésies en arabe qu'il m'a fait retenir malgré moi. Mais j'étais obligé de le retenir, il n'y avait pas moyen d'y échapper. Lorsqu'il se rasait le matin, il appelait l'un de nous pour lire sa leçon en arabe. Et il montrait soit son approbation en ne disant rien, soit lorsqu'on ne lisait pas correctement. Lui-même a vraiment s'est plongé dans les livres arabes, en sorte qu'il a lu tous les principaux traités de droit musulman en arabe, dans le texte. Et de là, il a rédigé sa thèse de doctorat, alors qu'il avait à peine 23 ans, sur la responsabilité délictuelle en droit musulman. Émile Tian laissait à l'époque des écrits dans Studia Islamica qui sont toujours consultés. Et moi, quand j'ai commencé mes études juridiques, Émile Tian a présenté des matières qui se rattachaient alors à ses préoccupations. L'histoire du droit, il en faisait une histoire comparative en rapprochant les systèmes orientaux des systèmes des pays d'Occident. Il a été de même pour le droit romain, il montrait la filiation entre le droit romain et les droits modernes. كنت طالب عنده بالثالث سنة حقوق بالقانون التجاري ورابع سنة حقوق بالقانون التجاري ورابع سنة بالقانون الدولي الخاص. Son cours était une sorte de... Il l'accomplissait comme une sorte de rite, si je puis dire. Il parlait à voix presque basse, sans jamais lire son texte d'ailleurs. Bien que ce cours fût à 8 heures du matin, la salle était toujours pleine. Son cours, ce n'était pas la reproduction d'un manuel, était une réflexion
vivante à laquelle il voulait associer son auditoire. Il souhaitait d'ailleurs que sa réflexion soit commentée et même à l'occasion critiquée. On sentait aussi chez lui le professeur. Le mot savant n'est peut-être pas le mot qui convient, mais le professeur qui avait énormément lu, énormément réfléchi, et qui ensuite venait communiquer ce savoir de manière très sobre. On sentait derrière ça une densité du savoir. Je n'aimais pas assister à ces cours, parce qu'il me regardait, parce que je n'osais pas regarder, il ne me regardait pas. طلاب كانوا من قسمين، ناس بيعتبروه اوتوريتير انه قاسي، ناس لا بيقولوا جدي وهيك لازم يكون الاستاذ، بس في جميع الاحوال كان في اجماع على انه رجل محترم. On avait le grand avantage, mes frères et moi, qui étudions le droit, de ne pas passer nos examens chez lui. Comme c'était la terreur à l'examen pour les autres, nous, on a évité ce martyre et on avait le privilège soit d'être interrogé à l'oral par un autre professeur, soit que nos copies à l'écrit étaient mises de côté avec plusieurs autres et remises pour être corrigées par un autre professeur. Bon, c'était à notre avantage. Le mot, je crois, exact ici, excusez-moi, c'était un homme exigeant. C'était un homme très exigeant, mais il était d'abord avec lui-même. Il était absolu un peu dans ses prises de position. Il était sérieux, un peu austère, mais avait toujours un certain humour. En 1944 ou 1945, nous avions été informés que Émile Tian avait été le repère d'un garçon. Nous avions sur le tableau écrit en arabe Bedna Maghli. Eh bien, Émile Tian est venu, il a donné son cours, et à la fin du cours, à notre grande surprise, on ne s'attendait pas à cette réaction. Il nous a dit, quand on Maghli, vous serez bien gentil de venir le prendre à la maison à telle heure. Nous avions été pris au dépourvu. Et pour nous, étudiants, c'était quand même un grand honneur d'aller chez Émile Tian. Émile Tian, qui était connu pour être un homme difficilement accessible, très sévère avec les étudiants. Et de son sourire, je n'ai connu que ce petit, comme ça, tout petit, à peine esquissé, sourire ironique qu'il avait parfois, n'est-ce pas, quand quelque chose lui déplaisait. Je l'ai vu rire une fois, c'était lors de la cérémonie d'adieu de la promotion sortante, ce qu'on appelle l'adieu au décujus. À Émile Tian, on avait offert un pain chaud. On l'a bon. تنشوف إذا كان n'est-ce pas, وجهه بيضحك أو ما بيضحك على الرغيف السخن. Ça, c'est quelque chose que j'ai... Il a très bien pris la chose et là, je l'ai vu rire vraiment. Je crois qu'il a trouvé que c'était bien trouvé. Mon grand-père, Dada Émile, comme on l'a toujours appelé, est né ottoman, d'un père originaire de Beyrouth, Daoud, installé en Palestine depuis plusieurs années, et d'une mère, Julia, venue toute jeune d'Alep, ado de mulet, pour épouser cet homme qu'elle ne connaissait pas. Julia, jeune mère et bientôt veuve, s'installe à Beyrouth avec son fils Émile, à qui elle dédie toute sa vie. Il grandit sous son aile, traverse le siècle à ses côtés, de l'Empire ottoman au mandat français, puis à l'indépendance du Liban. Il participe à la mise en place d'une pensée juridique, toujours fidèle à sa vocation. C'est quelqu'un qui avait énormément de cœur, mais comme il a été fils unique, il s'est beaucoup refermé sur lui-même, il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc il se refermait, il se bloquait, il y avait un blindage
entre la façon dont il se montrait et lui. Et Donc nous, on aurait voulu casser cette carapace. C'est pas possible. Une fois qu'il a dit une chose, il ne revenait pas dessus. Et il tenait à ce que tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Après que mon frère David soit né, il est devenu beaucoup plus conciliant, beaucoup plus sociable, disons, beaucoup plus amusant. Et lorsque ma sœur est née en 1950, là, il s'est lâché. Il s'est relâché, plutôt. C'est-à-dire, après avoir eu une tapée de garçons, 4 garçons, bon, elle, c'était le bouquet qui est arrivé. Elle était tout pour lui. Il trouvait que c'était peut-être injuste que sa fille ait la moitié de ses garçons, alors qu'il aimait sa fille beaucoup plus que les garçons. Ça, c'est pour la petite histoire. À ce moment-là, il s'est mis à travailler la loi sur les successions qui était c'était la loi ottomane. Il a préparé un projet de loi pour mettre fin à cette inégalité entre l'homme et la femme. Quand il a quitté le ministère, il a démissionné un peu plus tard, ce projet a été mis dans le tiroir, a été rangé. Il a ressuscité en 1959 et ça a fait la loi de 1959. Il a d'ailleurs écrit un opuscule, un petit ouvrage. Eh bien, il a critiqué certaines dispositions de la loi dont il était l'inspirateur, parce que j'ai appris par la suite, à mes dépens, comment les choses se passent en Conseil des ministres, n'est-ce pas? On enlève une phrase par-ci, on en ajoute une autre par-là, on vous défigure un texte, n'est-ce pas? Et bon, comme il a toujours gardé son indépendance de jugement, il a, écrit. La lecture de ses écrits est particulièrement recherchée. Elle s'attarde sur des idées communément reçues. C'est un des aspects de l'intelligence des médias qui remettent en cause des notions qu'on pense définitivement acquises. Alors, il les démonte, il cherche leur origine, leur évolution. ما في محامي أنا برأيي بيعرف الفرنساوي إلا ما بتستشهد بكتاباته. Dans mon enseignement de droit commercial, ma Bible, c'était l'ouvrage de Émile Couillard. Rendu en droit international privé de la part des tribunaux libanais, vous verrez que les juridictions citent à l'appui de leurs décisions le précis de droit international privé du président Émile Couillard. Donc vous voyez une influence directe de la doctrine, alors même que le précis est déjà ancien, sur les décisions de justice. Il faut aussi mentionner bien sûr les écrits du doyen Pierre Ramnager, qui a très largement contribué à systématiser la matière. الكتابات بتتميز بأربع صفات. أول صفة الشمولية l'étendue. كتب تقريبا بجميع المجالات الكبرى. ثاني صفة العمق، يعني كتاباته تستعرض لك معطيات القانون الوضعي، ولكن لم يكن يكتفي بالعرض، كان في تحليل، كان في انتقاد، كان في محصلة سنتاز، وكان يعطي لكل حل التبرير القانوني. كان هو دائما إنه إياها باللاتيني، وهيدي أنا بعدني حافظها منه، لا راسيو ليجيس. ولما كان يضطر الأساس القانوني للحل كنا نوصل بعض الأحيان إلى حدود فلسفة القانون. الصفة الثالثة احترامه للنص، le respect du texte. رابع صفة هو استقلالية القانون اللبناني بالنسبة للقانون الفرنسي. لما يكون النص اللبناني مختلف عن النص الفرنسي يوقف عند هذا الحد ويبرز خصوصية القانون اللبناني. Il y a peu de branches du droit qui ont échappé, si vous voulez, à ces investigations, parce que c'était un chercheur qui avait la trempe d'un historien et d'un juriste, pas seulement d'un juriste, d'un historien également. Dans mes yeux d'enfant subsiste l'image d'un grand-père vêtu d'un gilet en laine beige souriant derrière des lunettes en écaille rectangulaires, à laquelle se superpose celle de l'homme sévère, coiffé de son borsalino, avec son éternel par-dessus sur le dos. Un grand homme, brillant et exigeant, intègre et solitaire.
un grand-père, tendre et drôle, conteur ou orateur. Dans ses tiroirs, dans ses armoires, dans son grenier, je retrouve en plus de ses manuscrits, des dossiers, des coupures de presse, des carnets et des tas de petits papiers accumulés toute une vie durant. Tout l'intéressait. L'archéologie, les pensées humaines, les animaux, les recettes de cuisine, les réflexions sur l'art, la politique, la religion, l'histoire. Chaque pensée, chaque information croisée, chaque idée surgit, autant de petits mots, de réflexions personnelles consignés de son écriture illisible. Devant cette accumulation, j'ai pensé au disque dur de mon ordinateur en souriant, l'imaginant armé de sa paire de ciseaux et de son crayon. C'est même lui qui, dans son petit carnet rouge de 1933, m'a raconté sa rencontre avec ma grand-mère, Hoda, leur premier regard, sa réserve à son égard, et finalement, l'engagement. Il allait de très bonne heure marcher, aux environs de 4h30, 5h. Il faisait sa marche, il revenait, il prenait sa douche, prenait son petit déjeuner et sa journée de travail commençait. Il avait un chat. Ça, le chat, alors, c'était son animal préféré à la maison. Il était là, il le suivait dans son écriture. On peut dire que le chat a participé à l'élaboration du droit commercial, par exemple. Et il ronronnait et lui écrivait. Ce qui avait le don d'énerver ma mère. Il y avait différentes facettes. Une forte personnalité, mais en même temps, un sens des relations humaines, une élégance. C'était un grand marcheur. Il lui arrivait parfois, après le cours, de nous inviter à des marches qu'il affectionnait particulièrement. Moi, j'avais été une ou deux fois à ces marches qui étaient assez longues et fatigantes, mais qui étaient pour nous une occasion de bavarder avec Émitian pendant une longue journée. On allait en marche en file indienne, dans la montagne, pour marcher tout le temps. On devait tout le temps marcher. Et mon père qui marchait derrière nous avec son bâton. Il faisait sa marche une fois par an de Léat à Bikfaya. En passant, il n'y avait pas la route à l'époque. Il descendait dans la vallée et il remontait. Ceci dit, cette fameuse marche, Léat Bikfaya, il nous l'a imposée. Il nous l'a imposée à ma mère, dans les années 50. Il a loué un mulet et on a fait la marche. Bon, ma pauvre mère a fini sur le mulet. Mais il fallait la faire. Jusqu'à la dernière année, en 1976, donc il avait 75 ans, il a fait la marche. Je crois que c'est Platon qui disait les hautes fonctions sont comme les pics de haute montagne, n'y accèdent que les aigles ou les reptiles. Lui, c'était un aigle. Il avait atteint donc cette fonction parce qu'il était toujours sur les hauteurs. Et il n'acceptait pas d'en descendre. C'est parce qu'il détestait tout ce qui est petit, tout ce qui est mesquin, tout ce qui est compromis de mauvaise conscience, tout ce que ça ne pourrait pas durer. Ça ne pourrait pas durer, c'est pas possible. Mon père s'est rendu célèbre par ses démissions. Bon. La première étant, il était premier président de la Cour de cassation en 1947. Donc il avait à l'époque 46 ans. Donc il avait toute une carrière devant lui. En 1949, il démissionne, suite à un conflit qu'il a eu à l'époque avec le président de la République, Bchar el-Khouri. Dans ses mémoires, le président Bchar el-Khouri écrit que la demande en grâce d'Antoun Saadé a été rejetée à l'unanimité. Ce qu'il n'a pas écrit, ce qui semble n'avoir été écrit nulle part, c'est que mon grand-père, qui aurait dû présider cette commission de grâce en tant que premier président de la Cour de cassation,
en avait remis en cause la procédure et la précipitation et l'avait reportée de 2 jours. Faisant fi de son avis, la réunion a été maintenue et la sentence exécutée la nuit même, suite à quoi il a démissionné. J'ai lu dans un article du Dabour paru à l'époque la conclusion suivante. ولكن الأستاذ إميل تيان عائد إلى كتبه وتلاميذه ولن يعود إلى رئاسة محكمة الاستئناف. إن الدبور يحييه عن بعد وعلى غير معرفة تحية إعجاب واحترام فلبنان الأبي لا يزال موجوداً. الاستقالات الثلاثة بتدل على أنه الرئيس تيان كان منطقي مع نفسه. بالنسبة له الدولة هي دولة الحق أو دولة القانون اللي اتدى دروا. تحقق لمس أنه بالفترة اللي كان فيها رئيس أول ووزير أول مرة وزير تاني مرة الدولة اللبنانية ما كانش بينطبق عليها وصف دولة القانون أو دولة الحق فقدم استقالته. On avait fait appel à Émile Tian dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il était indispensable de faire des réformes. Sa présence au gouvernement a rassuré l'opinion publique. Elle constituait une garantie pour l'opinion publique. On lui a dit, bon, ministre de la Justice, il y a une épuration à faire. C'est-à-dire qu'on lui a confié, passez-moi l'expression, une sale besogne. Bon, il l'a faite avec loyauté, avec courage, n'est-ce pas? Et forcément, ça lui a entraîné des inimitiés. Mais il a fait ce qu'il estimait devoir faire pour servir son pays. Et le jour où il a vu qu'il ne pouvait pas le faire, comme c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché le pouvoir pour le pouvoir, il est parti. Et il a su dire non, même si ça lui a coûté sur le plan professionnel. C'est-à-dire que sur le plan politique, sur le plan professionnel, ça lui a coûté de dire non. C'est un homme de principe, c'est tout. Il s'est fait des ennemis, mais il s'est fait aussi beaucoup d'amis. L'un ne va pas sans l'autre. Et ses amis sont restés et l'ont toujours soutenu à fond. Ces démissions d'Émile Tian qui ont été un peu spectaculaires pour l'opinion publique ne sont pas quelque chose d'essentiel dans sa vie. Il a consacré toute sa vie à l'enseignement et à la recherche scientifique. Ses livres, ses recherches, qui sont essentiels enfin, de son œuvre et de sa personnalité. À y regarder de manière un peu rapide, on a l'impression que, bon, lui aussi, il a taillé un certain nombre de pierres. Non, son œuvre est un véritable édifice, certainement. C'est un homme qui a vécu dans le droit, c'est très simple. À tel point que quand il a eu son accident, qu'il a été hospitalisé, après son opération qui s'est très bien déroulée, quelques jours après, on sent qu'il commençait à tomber dans le coma, mais il parlait encore. Il demande à mon épouse qui était à côté de lui d'écrire. Elle écrit. Il dit si X, créancier de monsieur Y, a besoin de la garantie de monsieur Z. Donc, il faut qu'il ait une caution. Il n'a plus parlé. C'est fini, on ne l'a plus entendu parler. Il s'est parti. Donc, jusqu'au dernier moment, il pensait du droit. Il n'a jamais lâché son stylo ou baissé la garde. Avocat, magistrat, chercheur, professeur ou ministre, il a constamment lutté pour son indépendance. Mais avec les années, ce héros discret s'était laissé apprivoiser. Mon grand-père a disparu trop vite. Qu'un homme de sa trempe ait pu exister, agir, me redonne espoir en la vie.